La ville de Moscou, en Russie, est l'une des villes les plus riches du monde et abrite un grand nombre de milliardaires, plus que toute autre ville européenne. Cependant, si vous vous déplacez de 16 km au sud de Moscou, vous trouverez un quartier pour les riches appelé le Millier doré, puis plus au sud, vous arriverez à l'un des quartiers les plus pauvres de Russie, dans la banlieue sud de Moscou, appelé Joubamira. Cet endroit où ce quartier, autrefois florissant et peuplé de milliers de travailleurs russes et de leurs familles, a connu des difficultés après la chute de l'Union soviétique. La région a souffert d'un manque d'emplois et de sources de revenus, et la situation y est devenue difficile. Bien que les habitants de la région aient souhaité déménager ailleurs pour trouver de meilleures opportunités d'emploi et de vie, ils n'ont pas pu le faire en raison de leur manque de ressources financières pour payer les frais de déplacement. Ils étaient donc piégés là-bas, et depuis 1981, rien n'a vraiment changé dans cette région. Des dizaines de milliers de familles russes continuent de vivre là-bas, logées dans ces vieux bâtiments soviétiques surpeuplés, où la plupart sont soit au chômage, soit sous-employés avec des salaires insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Même la police locale souffrait de sous-financement, et la plupart des agents de police étaient corrompus, ce qui a contribué à une augmentation du taux de criminalité au fil des ans. Malgré leur situation difficile, les habitants avaient un endroit très célèbre, le parc Bitsevski, où la drogue était largement répandue. Le parc Bitsevski est en réalité une immense forêt verdoyante, abritant une vie sauvage, des étangs et de vastes espaces herbeux. Ce parc est situé à la périphérie sud des banlieues sud de Moscou, et sa superficie totale est immense, dépassant les 10 millions de mètres carrés. Le parc Bitsevski a toujours été une attraction touristique populaire, surtout pour les habitants des environs de Moscou. Cependant, après la chute de l'Union soviétique, sa popularité a considérablement augmenté, notamment parmi les habitants des banlieues sud de Moscou, dont la vie était devenue tragique et de plus en plus difficile dans les années 80. Ils compensaient en se rendant au parc pour changer d'air, se promener dans la dense forêt du parc, jouer aux échecs sur les nombreuses tables installées là-bas avec leurs amis, leur famille ou quiconque était disponible. Ils passaient également du temps à patiner sur glace pendant l'hiver. Pendant des années, ce parc a été leur moyen d'évasion face à leur réalité difficile. Cependant, au début des années 2000, quelque chose d'étrange et d'inexpliqué a commencé à se produire, en particulier dans la dense forêt du parc. Cette chose effrayante est finalement devenue incontrôlable, au point où les habitants de la région ont cessé de fréquenter le parc, terrorisés. Cet étrange sérique événement a commencé entre mai et juillet 2001, lorsque 10 personnes ont disparu spécifiquement dans la région de la forêt ou à proximité. Toutes ces personnes étaient seules lors de leur dernière apparition là-bas, et toutes étaient des hommes. Il y avait eu des disparitions mystérieuses dans cette partie de la Russie, dans les banlieues sud de Moscou, auparavant, mais de temps en temps, les gens essayaient de quitter ces banlieues pour aller ailleurs afin d'améliorer leur vie. Cependant, ils finissaient toujours par revenir après quelques jours ou quelques semaines, incapables de réussir à se déplacer et de s'installer ailleurs en raison de leur incapacité financière. Ces 10 hommes ne sont jamais revenus, ce qui a conduit leur famille à signaler leur disparition à la police. Cependant, la police n'a pas commencé à enquêter ou à rechercher leur disparition. Tout ce qu'ils ont fait, c'est accuser ces 10 hommes, affirmant qu'ils étaient probablement ivres et sans abri, et peut-être juste en train de se promener sans but. Il n'y a eu aucun problème. L'important, c'est que c'était leur faute à eux, pas la nôtre, a affirmé la police. Les familles et les habitants locaux n'ont jamais cru à l'histoire de la police, mais il n'y avait pas d'autre explication à ce qui s'était passé. Ces hommes ont disparu soudainement, et personne ne sait rien à leur sujet. Et comme la vie des habitants de cette région était misérable, et leur vision de la vie était également sombre, ils ont commencé à accepter la situation et à penser que peu importe ce qui est arrivé à ces hommes, c'était déjà fait et qu'il était trop tard pour agir.
Ils ont donc ignoré le problème et personne n'en parlait plus du tout. Mais en octobre de la même année, soit 2 mois après la disparition du dernier homme dans ce parc, un autre homme a disparu là-bas. À la fin de l'année, 4 autres hommes ont également disparu dans ce parc. Environ 15 personnes ont disparu dans cette région boisée du parc, soit une quarantaine de personnes au total, mais la police n'a toujours pas réagi et a accusé les personnes disparues d'être responsables de leur propre disparition. Les familles des hommes disparus étaient attristées par leur perte, mais elles ne savaient pas quoi faire. Les habitants locaux discutaient de cette affaire pendant un certain temps, en faisant des suppositions sur ce qui avait pu arriver aux hommes et en liant les 5 dernières disparitions à celles qui avaient eu lieu précédemment, mais une fois que l'affaire s'est calmée et qu'aucune nouvelle n'est arrivée, les habitants ont à nouveau ignoré le sujet et ont repris leur vie normalement. Le plus étrange, c'est que ce scénario s'est reproduit pendant 4 ans, de 2002 à fin 2005, où 25 personnes ont disparu dans ce parc. Mais même avec ce grand nombre de disparitions, la police est restée inactive et les habitants locaux ont continué à ignorer le problème. Tout a changé quand une personne disparue est réapparue, le 41e disparu, Nikolai Akartichenko. Son nom était difficile à prononcer. Nikolai avait 63 ans et était un ancien officier de police à la retraite vivant dans un petit appartement en banlieue sud de Moscou avec sa famille. Il était un classique russe, connu pour sa force de caractère et son affection particulière pour la boisson et la cigarette. Même s'il était conscient des disparitions qui se produisaient dans le parc Bitsevski, cela ne l'empêchait pas de faire ce qu'il aimait le plus, marcher dans ce parc. Il était convaincu qu'il pouvait gérer la situation, mais un soir de novembre 2005, Nikolai a dit à sa sœur qu'il allait se promener dans le parc et il n'est jamais rentré. Sa famille était très inquiète pour lui, mais ils ont décidé d'attendre jusqu'au matin suivant pour voir s'il revenait. Malheureusement, il ne l'a pas fait, et quelques jours plus tard, alors que plusieurs habitants locaux se promenaient dans la forêt dense du parc, ils ont remarqué quelque chose de suspect sur le côté gauche du chemin, entre les arbres. Se sentant mal à l'aise et méfiants, ils ont appelé la police pour signaler quelque chose d'anormal. La surprise a été que la police a répondu à leur appel et est arrivée sur les lieux. Ce qui était étrange, c'est que Nikolai était là, portant ses vêtements complets, étendu sur le visage, avec une seule blessure visible, mais cette blessure était clairement mortelle, car il y avait une énorme ouverture dans la partie arrière de sa tête, comme si une partie de son crâne avait explosé, causée par un coup puissant. La police a alors fouillé les environs à la recherche de l'arme du crime ou de tout autre indice pouvant les aider à comprendre ce qui s'était passé, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont conclu que Nikolai avait peut-être été attaqué et frappé par surprise, peut-être par un groupe de personnes ou même par un animal sauvage, mais quel que soit l'agresseur, il semblait qu'il avait réussi à s'approcher de lui sans être détecté, car le coup était clairement venu de derrière. C'est à ce moment-là que la police a trouvé le corps, et il était évident qu'il avait été assassiné. Cela a changé la donne, car il était désormais clair qu'il y avait un tueur en série dans la nature, ce qui a incité la police locale à demander l'aide de l'administration des enquêtes criminelles russes. Malgré une recherche intensive en chaque coin du parc et de la forêt environnante, aucune autre victime n'a été trouvée, et en même temps que la police menait ses recherches, la nouvelle de la mort de Nikolai se répandait dans les banlieues sud de Moscou, faisant craindre aux habitants que la police n'ait découvert sa mort. Avant même que la police ne trouve son corps, certaines personnes ne s'intéressaient pas aux disparitions dans le parc, car il n'y avait pas de cadavres ou de preuves que ces personnes étaient mortes. Cependant, lorsque la police a découvert qu'une des personnes disparues avait été tuée de manière horrible, cela a rendu la menace associée à ce parc réel. Par la suite, la plupart des habitants de la région ont cessé de fréquenter le parc et ont même interdit à leurs enfants d'y entrer, mettant en garde leurs voisins contre le danger. Ils ont diffusé la nouvelle partout,
et cette sinistre affaire a été liée à la disparition ou au meurtre de Nikolaï, un nom que tout le monde connaissait. C'était devenu le fou de Bitsevsky Park. Si vous recherchez « fou de Bitsevsky Park » sur Google, vous trouverez beaucoup de choses. Mais revenons à notre histoire. Malgré la peur des gens et le déploiement massif de la police dans le parc, ainsi que les patrouilles constantes dans la région, les gens continuaient à disparaître dans ce parc. Une semaine seulement après la découverte du corps de Nikolaï en novembre 2005, jusqu'en avril 2006, 9 hommes ont disparu dans des circonstances mystérieuses à Bitsevsky Park. Comme cela s'est passé avec Nikolaï quelques jours après que leur famille ait signalé leur disparition, ils ont été retrouvés étendus au milieu du parc, avec leur tête derrière eux, perforée par un énorme trou. Ce qui différenciait ces victimes de Nikolaï, c'est que la plupart d'entre elles avaient des bouteilles de verre enfoncées derrière leur tête, avec le goulot entrant dans la plaie. Cela a clairement indiqué que le coupable de ces crimes était un être humain et non un animal. Après cette série de crimes, plus personne n'osait même approcher le parc, car tout le monde savait qu'un tueur en série y sévissait. Cependant, il y avait des personnes têtues qui continuaient à fréquenter le parc, dont un certain Alexander, âgé de 32 ans, qui vivait dans la banlieue sud de Moscou avec sa famille dans leur petit appartement. Alexander avait une vie plus difficile que les gens de son âge, car à l'âge de 4 ans, il était tombé d'une balançoire et bien qu'il n'ait rien eu de grave, la balançoire avait ensuite heurté son visage, causant des dommages cérébraux. Cependant, sa famille n'avait pas les moyens de l'emmener à l'hôpital, donc lorsqu'il s'est relevé indemne et a continué à se comporter normalement, ils ont pensé qu'il allait bien. Mais Alexander n'allait pas bien du tout, car sa blessure avait affaibli ses capacités cognitives. À l'école, il était souvent victime d'intimidation car il avait des difficultés d'apprentissage, mais son grand-père, qui vivait dans le même immeuble, a remarqué son état et a décidé de le prendre sous son aile. Il a appris à Alexander les règles complexes des échecs, et un jour, quelque chose dans son cerveau a semblé s'illuminer. Après avoir appris les règles du jeu, Alexander est devenu un joueur extrêmement talentueux, battant même son grand-père à chaque partie. Son grand-père était extrêmement fier de lui, et cela a donné à Alexander un sentiment de bonheur et d'acceptation qu'il n'avait jamais connu auparavant. Cependant, après la mort de son grand-père, Alexander a continué à fréquenter le parc seul pour jouer aux échecs tous les jours, même après le début des disparitions. Malgré les avertissements de sa mère, il ne voulait pas s'éloigner du parc, car il ne voulait pas manquer un seul jour de jeu. Cependant, sa mère était terrifiée et avait l'impression qu'il ne comprenait pas le danger, en raison de ses capacités cognitives affaiblies. Chaque jour, elle le suppliait de rester loin du parc, même pour une seule journée, mais Alexander répondait toujours qu'il allait bien et refusait même de prendre un congé de travail. En avril 2006, alors qu'Alexander avait 32 ans et travaillait dans une épicerie, il a remarqué une nouvelle employée, une belle femme plus âgée qu'il n'avait jamais vue auparavant. Alexander, qui n'avait jamais été attiré par les femmes auparavant et n'avait jamais eu de petite amie, a senti quelque chose de différent à son sujet. Il a décidé qu'à la fin de sa journée de travail, il irait lui parler et la rencontrerait. Pendant tout le quart de travail, il l'observait et se sentait gêné à l'idée de l'aborder, mais il espérait renforcer sa confiance en lui avant de le faire. Lorsqu'ils sont sortis du travail en même temps, il a essayé de lui parler, mais sa voix est sortie chancelante. Cependant, il a vu qu'elle avait mis une cigarette dans sa bouche mais ne trouvait pas de briquet, alors il a rapidement sorti le sien et lui a demandé s'il pouvait allumer sa cigarette. Elle a accepté et il lui a allumé sa cigarette, puis ils ont commencé à fumer ensemble et à discuter. Alexander a découvert que son nom était Larissa. À l'âge de 48 ans, Larissa vivait à côté de l'appartement Alexander. Après avoir marché un peu, ils sont arrivés à l'immeuble où se trouvait son appartement. À ce moment-là,
Elle s'apprêtait à rentrer chez elle, mais soudain, Alexander se sentit courageux et lui demanda si elle voulait se promener avec lui dans le parc pour faire un tour et revenir. À cette époque, le parc était un endroit dangereux et peu sûr, dont inviter quelqu'un à y aller avec lui était étrange, d'autant plus que tout le monde dans la région avait peur de ce parc à cause des incidents qui s'y étaient produits. Mais pour Alexander, le parc de Bitsa était son lieu heureux où il avait vécu des moments doux et agréables, et il voulait partager cet endroit spécial avec elle. Étrangement, Larissa a accepté immédiatement, sans hésitation, et lui a dit « Oui, allons-y, faisons un tour ». Ils se mirent en chemin et fumèrent leurs cigarettes en marchant et en discutant, puis décidèrent de retourner au parc pour une autre promenade. Lorsqu'ils entrèrent dans la forêt, ils se rendirent compte que le sentier sur lequel ils marchaient avait disparu, comme s'ils étaient sortis du chemin dès le début. Ils s'arrêtèrent tous les deux et Alexander, qui était devant, remarqua immédiatement quelque chose d'anormal chez Larissa. Son regard était triste et fatigué, et elle semblait avoir du mal à respirer. Elle se pencha contre un arbre et commença à pleurer. Alexander, ne sachant pas ce qui se passait, la regarda avec étonnement, mais elle lui demanda s'il était fou de l'avoir amenée à Litsa. Confus par sa question, Alexander sourit et lui dit oui, il était le marié ici. Elle éclata en sanglots et lui dit qu'il allait la tuer. Sans hésitation, il la regarda droit dans les yeux et lui dit oui, il allait la tuer. Il sortit de sa poche une matraque ou un pic à glace et la tua froidement. Personne ne sait pourquoi Alexander est devenu un tueur en série, ou pourquoi il ciblait exclusivement les hommes. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de la lésion cérébrale qu'il a subie à l'âge de 4 ans lorsqu'il est tombé de la balançoire, ce qui l'aurait rendu plus agressif que la normale. Mais cela reste une supposition, car il n'y avait rien d'autre de clair dans la vie d'Alexander qui aurait pu le rendre aussi toxique et hostile. En fait, je crois que la quantité de harcèlement qu'il a subi tout au long de sa vie scolaire a nourri en lui le ressentiment et la haine envers la société, le poussant à vouloir se venger en frappant les membres de cette société qui l'ont harcelé. Et l'envie de tuer est née en lui dès l'âge de 18 ans, lorsqu'il a confié cette idée à son camarade de classe, Mikhail. La surprise, c'est que Mikhail ait répondu qu'il voulait aussi tuer quelqu'un. Ils ont convenu de se rencontrer dans le parc de Bitsa quelques jours plus tard et ont commencé à chercher leur victime. Après quelques jours, ils ont tué leur première victime ensemble, en se promenant dans la forêt. Alexander voulait continuer leur plan et était excité, mais Mikhail commença à hésiter et à reculer, disant qu'il devrait arrêter pour aujourd'hui et essayer à nouveau un autre jour. Mais Alexander était énervé et déçu de Mikhail, lui disant qu'il n'était pas un homme de parole et se demandant pourquoi il reculait maintenant. À ce moment-là, il décida que la première victime serait Mikhail. Alexander regarda Mikhail et lui dit « D'accord, si tu veux qu'on rentre, pas de problème. » Mikhail acquiesça et dit « D'accord, rentrons maintenant et essayons une autre fois. » Lorsqu'Alexander donna le dos à Mikhail pour rentrer, il sortit le pic à glace de sa poche et frappa Mikhail à l'arrière du crâne. Mikhail tomba au sol, soit mort soit évanoui, mais de toute façon, Alexander l'attira vers un puits qu'il avait croisé peu de temps auparavant, presque caché au milieu de la forêt. Alexander enleva le couvercle du puits, jeta Mikhail dedans, et referma le couvercle. Le puits n'était pas un puits d'eau potable, mais un égout, ou plus précisément un système d'égouts qui traversait tout le parc depuis le bas. Quand Mikhail tomba, il ne tomba pas dans l'eau comme dans un puits ordinaire, mais dans une grande cavité ouverte, comme le fond d'un grand seau ou d'une grande baignoire. En bref, le puits était en fait une grande grotte, et l'eau qui s'y trouvait était très profonde. Lorsqu'Alexander referma le couvercle du puits, le puits devint complètement obscur à l'intérieur, même s'il y avait des lumières là-bas. Il n'y avait pas d'échelle pour aider Mikhail à remonter s'il voulait sortir à nouveau, et en plus,
il y avait des courants et des passages d'eau dans ce puits et ses égouts qui menaient à d'autres tunnels. Si Mikhaïl avait été conscient lorsqu'Alexander l'a jeté dans le puits, il aurait été emporté par les courants des tunnels, car le niveau de l'eau était très élevé, et il n'y avait nulle part où il aurait pu respirer. Même s'il n'était pas mort du coup, il aurait de toute façon péri par noyade, car il aurait été emporté dans les tunnels où le niveau d'eau était très élevé. Il est impossible pour quelqu'un de savoir d'où il vient, et il serait impossible de retrouver son corps. En tout cas, le tueur Alexander attendit 9 ans avant de décider de tuer à nouveau, mais cette fois-ci, il ne s'arrêterait pas. En été 2001, après avoir recommencé à tuer, sa première victime était un homme qui aimait jouer aux échecs avec lui. Cet homme aimait Alexander et était l'un de ses amis avec qui il jouait souvent aux échecs. Un jour de mai, après avoir joué une partie d'échecs ensemble, Alexander dit à son ami, « Viens avec moi, ou accompagne-moi, pour aller visiter la tombe du chien mort, celui que nous avons enterré dans la forêt. » Ensuite, son ami lui dit, « Allez, allons-y devant. » Ils allaient boire devant la tombe de son chien, pour lui rendre hommage, car ils aimaient tous les deux Alexander. Son ami accepta, car il aimait aussi Alexander. Ils marchèrent dans la forêt, au début ils suivaient le chemin habituel, mais soudainement Alexander dit à son ami qu'il devait sortir du chemin pour arriver à la tombe de son chien. Son ami dit que ce n'était pas un problème. Ils sortirent du chemin et se dirigèrent vers le puits. Lorsqu'ils arrivèrent au puits, Alexander s'arrêta et pointa du doigt un endroit aléatoire. Il dit à son ami que c'était là qu'il avait enterré son chien. Il sortit la bouteille de sa boisson et en but une grande quantité, puis la donna à son ami qui en but également beaucoup. Alexander dit que c'était un hommage et un respect pour l'âme du chien. Ensuite, Alexander fit signe à son ami de partir, en lui disant qu'il devait rentrer pour continuer à jouer aux échecs. Son ami se leva et commença à partir. Dès qu'il eut le dos tourné à Alexander, celui-ci sortit le pic à glace et le frappa à l'arrière de la tête comme il l'avait fait avec Mikhaïl. Il traîna le corps de son ami, ouvrit le couvercle du puits et le jeta dedans, puis referma le couvercle. Alexander continuait à tirer des victimes vers ce puits, toutes les personnes qu'il connaissait, que ce soit ses amis d'échecs, ses voisins ou des gens de son quartier résidentiel. Il aimait tuer des gens qu'il connaissait, c'était son type de victime préférée, car cela lui donnait l'impression d'être le maître. À la fin, il s'avéra que toutes les victimes d'Alexander, qu'il avait jetées dans le puits, n'étaient pas mortes. Les victimes numéro 16 et 17 étaient une femme enceinte et un garçon de 13 ans. Après les avoir frappés à l'arrière de la tête et les avoir jetés dans le puits, leurs vêtements accrochèrent quelque chose à l'intérieur du puits, les empêchant de tomber dans l'eau. Alexander ne s'en rendit pas compte et referma le puits, pensant qu'il était mort. En réalité, ils étaient toujours vivants et parvinrent à grimper et à sortir du puits. Ils allèrent à la police et racontèrent leur histoire, mais la police ne les crut pas et les menaça de les emprisonner s'ils ne se taisaient pas. En conséquence, de nombreuses personnes furent tuées par Alexander avant qu'il ne soit finalement arrêté en avril 2006. Après avoir tué sa victime numéro 1, il commença à laisser les corps de ses victimes sur place au lieu de les jeter dans le puits. Il les plaçait de manière étrange, comme s'il les avait arrangés, et mettait des bouteilles en verre dans leur crâne, à travers une ouverture naturelle dans leur tête. Ces signes montraient qu'il voulait être trouvé par la police et devenir célèbre. Lorsque la police perquisitionna son appartement, elle trouva un cahier avec des dessins d'un échiquier. Sur les 64 cases de l'échiquier, 62 étaient remplies de numéros. Alexander expliqua à la police que ces cartes représentaient ses performances, et il avait 62 victimes. Il s'avéra plus tard que 2 de ses victimes avaient survécu. Alexander coopérait pleinement avec la police, leur donnant tous les détails qu'il pouvait se rappeler de chaque crime, y compris les conversations qu'il avait eues avec les victimes avant de les tuer.
Il était clair qu'Alexander prenait un plaisir énorme dans toute l'attention qu'il recevait et aimait parler de ses meurtres. En fin de compte, la police n'a pas pu obtenir suffisamment de preuves pour le condamner pour les 62 meurtres, mais seulement pour 49. Lorsqu'Alexander entendit cela, il ressentit une profonde déception et demanda au juge s'il pouvait continuer à être accusé ou bénéficier du mérite d'avoir tué les 11 autres personnes afin de maintenir le chiffre 60. Mais le juge répondit que non, et pendant le procès, Alexander fut considéré comme une menace et placé en permanence dans une cage. Pendant le procès et les procédures, il n'y avait aucun signe de regret de sa part. Au contraire, il semblait heureux et regardait son procès avec intérêt. Finalement, il reçut la peine la plus sévère prévue par la loi russe à l'époque, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant les 15 premières années, il serait en isolement total, ce qui signifie qu'il ne parlerait ni n'interagirait avec personne, et il serait enfermé dans sa cellule 24 heures sur 24, sans rien à faire littéralement dans sa cellule.